Allez, rebonjour. Du coup, si j'ai pu attirer votre curiosité sur cette première vidéo d'introduction, qui était quand même un peu longue, je le concède, on va ici rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc là, évidemment, je vais troquer PowerPoint pour des graphiques. On va parler de choses concrètes. On va parler ici des indicateurs, comment ils sont construits, qu'est-ce qu'ils représentent, à quoi ils servent, et on va parler du premier des deux, puisque dans la stratégie, il y a donc plusieurs étapes à respecter, qui en fait, le principe est de suivre un procédé d'analyse graphique professionnelle, c'est-à-dire que fait un professionnel dans les marchés quand il regarde un marché, il va suivre un processus. Et en fait, moi ce que je vais faire, c'est automatiser et semi-automatiser ce processus pour que vous puissiez, même en ayant un profil débutant, donc qui apprend les marchés et qui manque du coup de compréhension dans les systèmes en place, là, vous allez pouvoir donc très rapidement en fait vous mettre dans la position d'un professionnel, c'est-à-dire appliquer la méthodologie d'un professionnel, en étant assisté dans ce schéma-là. Il va de soi évidemment qu'une personne qui va appliquer ça avec une faible expérience dans les marchés va commettre des erreurs. Voilà. Mais le principe est que normalement l'erreur doit être rapidement identifiable pour être corrigée. Et en fait avancer de par ces erreurs-là. Donc le principe, c'est que voilà, c'est à la fois un outil qui permet d'assister les professionnels, comme on l'a vu avant, et en même temps d'assister à la prise de décision pour éviter un maximum d'erreurs ou rapidement identifier les erreurs pour grandir à partir de celles-là. Donc attention, l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Il ne faut surtout pas vous imaginer que ces indicateurs sont magiques et que j'ai trouvé les formules qui crack the code et qui permettent de comprendre le marché. On n'est absolument pas là-dedans, c'est juste un processus logique qui est suivi par la plupart des traders spéculateurs professionnels, avec différentes variantes, mais ici le principe est tout simplement donc d'utiliser des principes d'analyse normaux, standards, couramment utilisés, mais de les présenter de façon non subjective. Donc ici, ça va se passer en deux choses. Ici, on va parler de l'indicateur qui s'appelle ProFramework. La deuxième partie, la partie signal, qui sera dans ProMomentum, on en parlera dans une vidéo un petit peu plus bas sur ce même site web. Donc ici, on va parler de la partie framework. Elle sert à quoi cet indicateur? Quel est son rôle dans la stratégie? Il faut comprendre qu'un professionnel, quand il regarde les marchés, il sait très bien que la plupart des prix ne servent à rien. Après, il faut comprendre qu'il y a différents time frames, c'est-à-dire qu'un prix ne sert peut-être à rien sur un time frame, par exemple ici le daily sur le S&P 500, peut-être qu'ici ces prix-là ne servent à rien. Là, on va voir que pour le coup, ils ne servent pas du tout à rien, au contraire, ils sont même très intéressants sur cette unité de temps. Mais en fait, si ici on avait été sur des prix inintéressants, bah, ces prix auraient très bien pu être intéressants sur d'autres time frames, plus petits ou plus grands. C'est-à-dire peut-être qu'en daily on ne peut pas trader parce que les prix ne sont pas intéressants, mais qu'en horaire on est peut-être sur une zone qui peut constituer soit des résistances, soit différents supports. Donc c'est le but de cet indicateur. En fait, j'ai même découvert au fil de son utilisation qu'il peut même extrêmement simplifier. Je parle là pour les vrais néophytes, les débutants, ceux qui ont moins d'un an de marché, qui vont tenter d'analyser de manière irrationnelle les prix. C'est-à-dire que le prix, c'est ce qui vous passionne dans le trading, c'est là où vous pensez qu'il y a des choses à comprendre. Donc vous focalisez votre attention sur les prix. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qui est intéressant. La première des questions à se poser quand on est professionnel, la première question qu'un professionnel se pose, est-ce que ces prix sont intéressants? Et la plupart du temps, la réponse est non. Donc la plupart du temps, on arrête l'analyse d'un actif à cette simple question, les prix sont-ils intéressants? Non, bon voilà, on attend et on identifie la zone dans laquelle les prix pourraient l'être. On va mettre une alerte et puis on va attendre. Ce simple processus, déjà, beaucoup de particuliers qui débutent dans le trading ou qui sont en phase d'apprentissage ne l'appliquent même pas. Ils en sont conscients que c'est comme ça qu'il faut faire, mais ce n'est pas appliqué concrètement. Là, en fait, l'indicateur vous guide. Il vous dit tout de suite, voilà, le prix intéressant, il est là, où est-ce que tu es maintenant? Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu changes de time frame pour chercher un time frame qui est plus adapté à une stratégie spéculative, ou tout simplement, tu décides de prendre un trade au milieu de n'importe où? Si vous répondez oui à ça, si vous dites, c'est pas grave, les indicateurs ici me disent que c'est pas intéressant, mais j'ai quand même envie de trader. Si vous faites ça, c'est pas une stratégie de trading. C'est ce qu'on appelle du trading au doigt mouillé. On a décidé qu'ici, on avait envie d'acheter ou de vendre. On n'est pas dans le cadre d'une stratégie, pas dans le cadre d'une gestion du risque. Donc en fait, le simple fait de vous poser ces questions que se posent naturellement tous les professionnels et d'être forcé de le faire par un schéma décisionnel, ça vous met dans la peau d'un travail de type professionnel qui revient à gérer des risques plus que d'avoir envie de trader parce qu'on pense que... Voilà. Le but est encore une fois de supprimer la subjectivité le plus possible pour éviter que les décisions soient prises de manière irrationnelle et en fait supprimer toute place au doute, parce que la source principale du doute, c'est souvent la subjectivité quand on manque un peu d'expérience dans le trading. Bref, donc le principe c'est cet indicateur-là, c'est le canal. Et alors il y a différents outils, il y a différentes parties dans ce canal, donc je vais vous en parler, il y a différents types de canaux. Mais ce qu'il faudra comprendre, c'est que ce qui est important, c'est surtout le gros canal gris. Le petit canal qui est ici, qu'on appelle canal de tendance, servira à identifier certains types de contextes, puisque
la principale fonction de cet indicateur reviendra en fait à vous permettre d'identifier très rapidement le contexte dans lequel ce marché va évoluer, ou en tout cas évolue actuellement, et donc quelles sont les probabilités de réaction des prix dans les différentes zones intéressantes. Parce qu'évidemment, on ne traite pas comme on traite en tendance dans un range. Sinon, évidemment, c'est là aussi qu'il y a énormément de stratégies qui échouent par leur manque d'adaptabilité ou la subjectivité des contextes, c'est-à-dire de dire, bah là c'est évident, on est dans un range, donc si tu appliques la stratégie de tendance, tu vas te faire casser les dents. Ça, c'est ce que la plupart des formateurs vont vous dire. Mais pour un débutant, c'est très compliqué d'arriver à faire la différence entre un range et une tendance. Là, on va essayer de vous fournir des choses concrètes qui vous permettent de dire, là, ça s'apparente à une tendance, ça s'apparente à un range, ou pire, on est dans un range tendanciel. Ce qui est effectivement une structure que beaucoup de gens n'appréhendent pas. Le marché peut être en échec tendanciel, mais tout le temps mais en restant directionnel. C'est un peu le contexte dans lequel on est actuellement sur les indices américains. Ça tombe, mais ça ne veut pas tomber. Voilà. C'est un peu range, mais ça a tendance à casser plus de support que de résistance. On verra tout ça, hein, voilà comment identifier ces différents contextes. Mais la question ici, c'est de dire, cet indicateur, il n'est pas magique, il vous permet de répondre à ces deux problématiques, qui sont déjà essentielles, puisque si vous sautez ces étapes-là, en fait, vous sautez tout le filtrage que va naturellement réaliser un professionnel. Savoir, est-ce que les prix sont intéressants? Oui, non. Et en fonction de ces prix, quel est le contexte dans lequel je peux éventuellement mettre en place une stratégie de trading? Est-ce qu'on a affaire à une tendance, un range, ou est-ce qu'on a affaire à un entre-deux, le range tendanciel? Je veux dire, rien que répondre à ces simples questions, d'accord? Il y a déjà normalement énormément de stratégies qui viennent de sauter parce qu'elles ne se posent tout simplement même pas ces questions. Et toute stratégie professionnelle digne de ce nom va obligatoirement passer par ces étapes-là. Pas forcément avec ces outils-là, mais ces questions-là, un professionnel se les pose obligatoirement à chaque fois qu'il regarde un graphique. Et la plupart du temps, je vous dis, la réponse s'arrête à la première question. Les prix ne sont même pas intéressants. Donc il y a une troisième question qui suit derrière. Pareil, dans un schéma de décision professionnelle, il y aura toujours cette troisième question qui arrive. Quelle est la maturité de ce schéma? Si on est dans un range, combien de contacts on a fait sur les bonnes du range? À partir, évidemment, plus on a de contacts dans un range, plus le risque augmente, plus il faut soit réduire la taille des positions, soit commencer à se profiler vers l'émergence éventuelle d'une tendance. Évidemment, dans une tendance, il y a différentes étapes qu'on va pouvoir identifier très clairement avec des signaux techniques qui vous diront, bah voilà, là j'ai une tendance, alors où est-ce qu'on en est? Ben, je vous donnerai des règles à suivre pour identifier telle et telle étape de maturité. Est-ce qu'on est au breakout? Est-ce qu'on est à la divergence? Est-ce qu'on est sur le pullback ou dans l'excès final? Et évidemment, ces différentes étapes de maturité vous disent comment réagir par rapport à la technique. C'est-à-dire que si vous êtes sur la phase de pullback, il faut rester dans le sens de la tendance, se protéger avec des stop-loss, mais essayer de continuer à rider cette tendance jusqu'à ce qu'elle arrive à son excès final, où là, il est plus que préférable de sécuriser ses gains totalement ou partiellement, et pour certains spéculateurs, de commencer à spéculer sur la formation d'un range, c'est-à-dire de commencer à vendre la fin de la tendance haussière ou acheter la fin de la tendance baissière, contre-tendance, avec une gestion du risque adaptée, bien entendu, hein, et tout ça est expliqué en fonction des différents éléments graphiques. Donc, Framework, pour résumer son objectif, c'est simplement répondre à ces trois questions simples. Est-ce que le prix est intéressant actuellement sur le time frame et le graphique que je suis en train d'analyser? À cette réponse, oui et non, est conditionnée une seconde question. C'est-à-dire, si la réponse est oui, la question est donc à quel type de marché ai-je affaire? Est-ce qu'on est sur une zone intéressante pour vendre un range, acheter un range? Ou est-ce qu'on est dans une zone pour prendre un breakout dans une tendance? Est-ce qu'on est dans une zone, où on est sur des pullbacks au sein d'une tendance existante sur laquelle il reste une dernière phase de maturité? Est-ce qu'on est sur une tendance mature et dans ce cas-là, il faut commencer à spéculer sur la formation d'un range? Voilà, toutes ces informations-là, vous pouvez les voir. Il reste également un dernier état de marché qui est celui de l'excès. Et on va prendre ici justement l'exemple du S&P 500. C'est-à-dire qu'ici, sans même voir les prix, je peux vous dire que le S&P 500, sur la période de septembre à janvier 2018, on était sur des purs excès de marché. Ça aussi, je vous l'apprends à travers le PDF. Comment identifier ces structures où le marché commence à quitter un peu la phase rationnelle, entre dans des phases irrationnelles. Et ça, en fait, les indicateurs vont le retranscrire. La différence, c'est que dire si un marché est rationnel ou irrationnel, c'est très subjectif. Je peux vous dire, là, moi, je pense que le marché est irrationnel. Oui, ça reste toujours une incertitude, on ne sait jamais rien. Mais quand l'indicateur, lui, froidement imprime quelque chose, et que vous avez même ce sentiment, vous pouvez vous dire, effectivement, ce sentiment, il est très probablement concret et réel, puisque quelque chose qui n'a pas de biais d'analyse voit la même chose que vous. C'est plus, voilà, supprimer cette subjectivité. Tout le monde peut avoir tort, l'indicateur aussi, mais si vous et l'indicateur, vous avez une confiance qui semble légitime, vous êtes déjà en train de limiter les risques, en réalité. Il n'est pas affaire d'avoir tort ou d'avoir raison et de lire le futur, mais simplement de mettre un maximum de chances de votre côté, de ne pas être dans le mauvais sens. Voilà. Et de bien cadrer ce marché pour être adapté
Voilà. Le trader, encore une fois, n'est pas la personne qui lit le futur, ni qui comprend le marché, mais la personne qui s'adapte le mieux aux conditions actuelles, avec une gestion du risque appropriée. Pour avoir raison, en fait, il faut laisser suffisamment de place au marché pour ne pas vous pour ne pas vous prouver que vous avez tort. Voilà. C'est aussi simple que ça, et la gestion du risque, en réalité, revient plus à répondre à ces problématiques-là, plus qu'à lire l'avenir, comme certains pourraient le penser. Donc voilà, et en fait, je vous dis, parfois, supprimer les prix ici vous permettra d'avoir des informations de meilleure qualité que de même regarder les prix. Parce que d'abord, ce canal suit les prix, ce sont des dérivés de prix, des formules qui suivent le mouvement des prix. Donc, vous pouvez, si le prix vous gêne, et j'ai constaté que chez les néophytes, moins d'un an de trading, le prix peut même jouer un rôle néfaste, puisque vous allez concentrer votre attention dessus, alors qu'en réalité, 80% du temps, il ne vous sert à rien. Donc voilà, le principe de dire, dans l'application simple, je ne rentrerai pas dans les explications ici, les prix sont inintéressants tant qu'ils ne sont pas dans ces contextes ou au-delà de ces contextes. C'est-à-dire que si je devais, par exemple, identifier cette portion de prix là, on va dire qu'en fait, là, ce sont les prix intéressants à la vente, d'accord ? Je prends à cet instant T, là, du 1er mai 2018, là, ce sont les zones où, en daily, d'accord, sur ce graphique, la zone de prix est intéressante pour des stratégies acheteuses. Après, il faut répondre à la question suivante. Dans quel contexte? Là, on est dans un range, donc dans un range, on va acheter selon telle et telle condition. On vendra évidemment aussi dans telle et telle condition. Si le range est mature, on peut continuer de spéculer dans ce range éventuellement, mais on doit commencer à prendre un biais directionnel. Ça, tout ça, je vous l'apprends. Un range, quand il se mature, il faut commencer à avoir un biais. Il faut dire, je pense qu'on va monter, je pense qu'on va baisser. Il y a différents éléments techniques qui vont commencer à orienter effectivement votre décision, puisque cet indicateur ne se limite pas simplement au traçage de ces canaux qui identifient les zones de prix intéressantes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce marché-là, tout ça, ça ne sert à rien. Et vous allez voir qu'en réalité, dans cette portion de prix, on a passé le plus clair de notre temps dans une zone qui ne servait strictement à rien. Si on remet les prix ici, voilà. Ça a été intéressant là, et ça a été intéressant là. Je vous invite à compter les bougies. 1, 2, 3 bougies qui sont venues chercher ce contexte. 1, 2, 3, éventuellement 4 ici. Ça fait 7 bougies sur un total de 50. Voilà. Donc ici, vous avez à peu près l'appréciation du nombre de fois où le prix est intéressant ou inintéressant. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est-à-dire que derrière, si on va chercher la fois suivante, là j'y vais gentil, c'est-à-dire que, en fait, normalement, il faut prendre un cycle complet. Donc voilà, ce serait plutôt 1 sur 10. Et vous voyez, on revient sur ces ratios, 80-90% des prix ne servent strictement à rien. Voilà. Donc la plupart du temps, vous regardez quelque chose qui n'a aucune utilité. Et là, très rapidement, l'algorithme va vous permettre d'identifier si oui ou non vous êtes sur une zone de prix intéressante. Là, sur le S&P 500, les prix sont intéressants depuis qu'on a franchi 2706 sur une UT graphique daily. Après, le contexte de range va se trader différemment qu'un contexte de tendance. Et évidemment, tout ça, il y a des éléments graphiques qui vous permettront de le voir. Normalement, si vous avez vu ces graphiques depuis un bon moment, une dernière question doit subsister. C'est bien, j'ai compris ce que représentaient ces canaux, mais alors, donc, le canal ici dans lequel on trade, le canal de tendance, bon, j'ai pas encore très bien compris à quoi ça sert, mais je vous expliquerai un peu après. Le principe est de dire, voilà, ça c'est pour identifier les prix, mais alors dans ce cas-là, c'est quoi ces carrés? Qu'est-ce que c'est que ces croix là? Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Les indicateurs utilisent 2 sources, les cycles et le prix. C'est ce que toutes les stratégies professionnelles utilisent. On comprend très vite que de toute façon, le marché, c'est une affaire de prix et une affaire de timing. Donc le temps est important dans le trading, et ignorer cette partie du trading, la cyclicité, c'est carrément oublier toute une structure d'informations dont vous pourriez profiter, et en plus, d'autres en profitent. Donc si vous ne le faites pas, ils ont une forme d'avantage statistique sur vous. Donc exploiter la cyclicité du marché, c'est absolument nécessaire. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est, donc je dis, la partie prix ici dans Framework, elle est assurée par ces algorithmes-là qui calculent les canaux et qui sont donc là pour représenter tout simplement les zones de prix à partir desquelles les prix sont intéressants et les zones où ça ne l'est pas du tout, ainsi que représenter graphiquement et de la façon la moins subjective possible dans quel contexte vous vous retrouvez en fonction de la structure et des mouvements que vont opérer ces boîtes que vous voyez là qui constituent donc les canaux, qui vous permettent d'identifier les excès, les ranges et les phases de range tendancielles dans lesquelles nous sommes actuellement sur le S&P 500. En tout cas, c'est ce que suggèrent les informations techniques. Je réponds à la deuxième question. Donc, quel est ce fameux canal de tendance? En fait, il faut comprendre que le marché, c'est une couche, c'est une succession de couches de différents time frames. Et ça, pour le comprendre, c'est très abstrait évidemment pour un débutant. Là, ce sera très simple à conceptualiser. C'est-à-dire qu'en fait, ce canal-là, qu'on appelle donc le canal de tendance, n'est ni plus ni moins que le canal de contexte, d'accord, qui permet d'identifier le contexte, de l'unité de temps inférieure. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, là, et là, vous allez le retrouver là.
Alors le temps que ça charge, hein, évidemment. Voilà. Ça, là, c'est ce que vous aviez tout à l'heure en tant que canal de tendance. Regardez bien la forme hein, de ces boîtes. Si on repasse en daily, vous allez les retrouver immédiatement. Vous voyez, ça, c'est exactement ce qu'on avait avant. Ça vous permet en fait très rapidement de savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que ce time frame est intéressant, oui ou non, mais s'il ne l'est pas, peut-être que le time frame inférieur l'est. Le canal de tendance servira à repérer ça. C'est-à-dire que si vous êtes sur des prix inintéressants, admettons ici le S&P 500 était en train de trader actuellement 2600 dollars. D'accord ? Si on faisait ça, alors ce n'est pas des dollars, hein, c'est des points, mais 2600 points, si on était là, en fait on n'est pas sur les zones de contexte, donc on est sur des prix inintéressants. Mais si on se trouvait là, on n'est pas sur des prix intéressants en daily, mais par contre, on sera sur des prix intéressants en 4 heures. Okay ? Donc en fait, c'est que le canal de tendance, il sert évidemment à identifier les tendances. Ça, je vous expliquerai les règles dans le PDF. Mais ça sert également à identifier les opportunités de trading sur des time frames inférieurs. En fait, voilà, ce canal-là, il vous permet de dire, je ne peux pas trader ici, mais je peux trader sur le time frame inférieur, puisque là, je serai dans un contexte. Cette deuxième alerte ici, qui joue le même rôle mais à l'inverse, vous alerte en fait du fait que vous êtes en train de trader sur un contexte d'unité de temps supérieure. C'est-à-dire que là, effectivement, les prix sont en train de traiter dans le contexte vendeur. Donc ici, on recherchera des ventes spéculatives selon les conditions de marché et le contexte. Mais cette alerte ici vous dit, attention, on est en contexte vendeur 4 heures, mais on est aussi en contexte vendeur daily. Donc, quand vous avez une alerte de contexte, ça veut dire, attention, pour identifier votre contexte, il est préférable d'aller regarder sur ce time frame supérieur qui aura une meilleure gestion du risque. Plus vous élargissez la vision, plus elle aura de chances d'être juste, plus vous limitez le risque de vous planter dans l'identification de votre contexte. Là, effectivement, cette alerte vous dit qu'il faut carrément aller regarder en hebdomadaire pour trader, carrément en mensuel. C'est-à-dire que là, en ce moment, ce qui se joue sur le S&P 500, ce sont des unités de temps hebdomadaires et mensuelles. C'est-à-dire l'enjeu des zones qu'on est en train de trader actuellement sur le S&P 500 auront des implications hebdo-mensuelles sur les réactions de prix. Après, on ne fait pas de lecture du futur. Je ne sais pas ce qui se produira sur le S&P 500, mais pour l'instant, c'est plutôt des ventes qu'il faut chercher, puisqu'on est dans différents contextes vendeurs, sur différentes unités de temps qui s'étalent de l'horaire jusqu'au mensuel. Donc, il faut beaucoup de patience et la gestion du risque ici, effectivement, sera complexe. C'est ça qu'on voit, et tout ça, encore une fois, ce n'est pas sorti du chapeau, ce sont des outils graphiques qui le disent. Ce n'est pas moi qui ai décidé de mettre ce label ici, c'est un algorithme qui le détecte, selon des conditions que j'ai définies, bien entendu, mais que c'est un peu comme si vous m'aviez toujours au-dessus de votre épaule pour dire « Ah, là, attention, regarde ce qui se passe au-dessus » ou « Là, c'est pas intéressant du tout, il faut que tu zoomes un peu plus sur des unités de temps inférieures. » Donc, identifier les actifs et les prix qui représentent un intérêt stratégique. Évidemment, la stratégie ne s'arrête pas là. Il y a bien entendu un signal qui permet de générer un avantage statistique de gestion du risque. Est-ce que le prix ici a plus de chances de continuer d'éclater votre contexte vendeur ou est-ce qu'il y a une forte chance qu'il se replie? Et dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement prendre un trade spéculatif à la vente alors que le marché continue de monter. Hein. Le principe de ma stratégie n'est pas de prendre un mouvement en cours de route, mais bien de se positionner là où les prix sont intéressants pour de la spéculation. C'est-à-dire théoriquement vendre un marché qui monte, acheter un marché qui baisse. Quand vous achèterez le marché, il sera théoriquement en train de baisser actuellement et vous chercherez à vous positionner contre ce mouvement de prix dans la zone qu'on appelle la zone spéculative, c'est-à-dire la zone où les ratios risque-rendement sont très intéressants à condition de savoir gérer son risque. Il ne s'agit pas de dire je pense que le marché va monter parce que j'ai bien envie que ça monte ou parce que je vois une divergence. Voilà, ça ne se limite pas à ces choses-là. Ce sera de dire vous êtes sur une zone de prix qui algorithmiquement est détectée comme présentant un intérêt spéculatif dans un certain contexte. D'accord, vous allez appliquer ça et par rapport à ce contexte, vous rechercherez tel et tel type de signaux pour vous positionner avec une gestion du risque. C'est aussi simple que ça. La gestion du risque, évidemment, elle a une deuxième couche, c'est-à-dire la couche signal. L'indicateur de signal sera là pour vous aider dans cette gestion du risque. On en parle évidemment dans la vidéo qui se trouve juste en dessous. Il me semble qu'ici, j'ai fait un tour d'horizon plus qu'intéressant de ces indicateurs. Donc on parle dans la vidéo suivante de la gestion du risque et de Pro Momentum.